Bien, allez, nous démarrons cette causerie. Non, pour répondre à une personne qui est dans le public, il n'y a pas de calva, mais il y a du café, du thé, du jus de pomme. Nous parlons aujourd'hui de l'arbre et du bâti. Quel est le lien? En quoi l'arbre est également part de notre patrimoine, l'arbre vivant et puis l'arbre d'usage que l'on utilise dans les constructions. Je suis en compagnie de Yannick Ledigol. Il est archéologue du bâti et dendrochronologue. Alors on va découvrir ensemble ce que veut dire ce terme de dendrochronologue. Vous allez voir, c'est passionnant. On plonge dans l'histoire, dans la géographie, dans l'archéologie à travers ces missions. Je suis en compagnie également de Dominique Mention, alors que vous êtes nombreux à connaître. Évidemment, c'est un artiste illustrateur qui est peintre, qui nous offre des livres sur les arbres, des livres illustrés, et puis qui là, sur le stand du CAUE, eh bien, vous propose des sculptures faites en direct devant vous, de magnifiques sculptures en bois. Et puis Jean-Philippe Laquenne, architecte ici dans la Manche et multi-récompensé, primé à de nombreuses reprises des trophées du CAUE, le Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement de la Manche. On parle aujourd'hui arbre et bâti. Je me tourne vers vous, Dominique Mention, vous qui êtes artiste, peintre, spécialiste des trognes. On va y revenir, je vous tends un micro, Dominique. C'est vrai que là, on se vous voit parce que c'est une causerie et qui sera retransmise sur la radio du CAUE. Cette passion pour l'arbre, elle vient d'où, Dominique? Comme beaucoup de passions, elle vient de l'enfance. Puisque mes parents me racontaient que dès l'âge de 3 ans, je grimpais déjà dans les arbres. Donc c'est le singe qui monte dans l'arbre, c'est d'où on vient. C'est vous qui le dites. Voilà. Et ces arbres dans lesquels je grimpais, c'était des mini-trognes qu'on avait dans le bois des parents, la petite ferme familiale. Et ces mini-trognes servaient en fait de balisage du territoire. Vous savez, pour faire des bornes qu'on ne déplace pas la nuit. On trognait des arbres, ça se faisait dans toutes les régions. Rappelez-nous ce qu'est une trogne. Alors une trogne, c'est un arbre de notre bocage, un charme, un chêne, un érable, un saule, qu'on étête quand il est jeune, c'est-à-dire on interrompt son élan aérien pour en faire un arbre de cueillette à hauteur d'une production qui va être hors de portée de la dent du bétail. Bon, ça peut être plus bas, comme on l'a vu pour ces mini-trognes, parce que le bétail n'avait pas pression sur elle. Et si bien que c'est en fait une forêt paysanne, un taillis perché des paysans, dont on va récolter la production régulièrement, que ce soit pour du fourrage, pour ça qu'on les a aussi appelés des prairies aériennes dans certaines régions. Du bois, bien sûr, du fagot, du bois énergie, du bois bûche, mais aussi des fruits. L'olivier, c'est une forme de trogne, la plus vieille trogne que j'ai vue. C'est en Crète, trogne d'olivier extraordinaire, dont on a prélevé les rameaux pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Ah oui, et alors l'expression matrogne, qu'est-ce qu'elle a matrogne? Ça vient de... Alors le mot trogne viendrait d'un mot gaulois, trugna, qui veut dire museau-groin. Ah, d'accord. Et quand vous voyez l'allure d'une trogne qu'on a coupée et la face hirsute d'un sanglier ou d'un cochon, on imagine une référence. D'accord. Voilà. Alors, je vous le disais, je suis également en compagnie de Yannick Ledigol, qui est dendrochronologue. Alors, évidemment, ma première question, mais c'est quoi ce métier de dendrochronologue ? Alors, la dendrochronologie, c'est une méthode de datation des bois qui repose sur la mesure des largeurs de cernes. Donc là, vous pouvez voir, il y a des bois qui sont tronçonnés. Si vous comptez le nombre de cernes, vous êtes capable de connaître l'âge de l'arbre lorsqu'il était abattu. La différence avec un dendrochronologue comme je suis, c'est de déterminer quand est-ce que l'arbre a été abattu. Donc il y a 3 ans, c'est souvent un exemple que je donne, on a réussi à dater un arbre qui avait été abattu, plusieurs arbres, en 3896 avant Jésus-Christ. Pardon ? 3896 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire donc, que là... C'était du néolithique moyen. C'était un chêne, des chênes, qui formaient une palissade, donc un enclos, avec des arbres qui faisaient entre 80 et 1,20 m de diamètre, donc c'est énorme, et certains atteignaient plus de 300 ans lorsqu'ils ont été abattus. Bon, ça c'est des choses exceptionnelles, oui. Mais c'était où ? C'était à Passel, à côté de Noyon, dans le nord de la France, un site qui a été fouillé par l'INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, sous la direction de Nicolas Cailleul.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez une formation d'archéologue. Oui, je suis vraiment archéologue de formation et auparavant j'étais xylologue, donc c'est tout ce qui est détermination des essences de bois. Vous jouiez pas du xylophone, hein, on Non, rappelle. mais alors, c'est souvent xylophage, ça vient de xylos, le bois, et dendrochronologie, ça vient de dendron, qui est l'arbre. Qui est l'arbre. Voilà. Très bien. Alors, peut-être une question, parce que bon, j'ai découvert en préparant cette causerie et j'ai découvert ce métier avec vous qui est passionnant, vous allez le voir. Mais comment on devient dendrochronologue ? C'est le fruit du hasard. Comme je m'amuse souvent à dire, c'est que j'ai quitté le monde des morts pour celui des vivants, puisque au départ j'ai fait xylologie, donc j'avais rencontré des gens qu'on connaît, c'est-à-dire que des xylologues de l'équipe anthracologue, surtout de Rennes, en travaillant sur un site archéologique, et j'ai fait, avant de la dendrochronologie, la xylologie en travaillant sur des clous de cercueil, et surtout du bois conservé autour des clous de cercueil. Vous imaginez la spécialité sur les clous de cercueil et le bois autour des clous de cercueil. C'est ça. Quand je vous dis qu'on a des experts passionnés avec nous qui partagent les causeries, ce sont des gens quand même... Alors bien sûr, on a des gens très connus comme Stéphane Marie, mais on a des gens effectivement pointus comme les clous, mais surtout qui gagnent à être connus. Je vous l'assure, ce sont des gens passionnant et passionné, et je m'excuse de vous avoir interrompu, Yannick, et c'est pas grave. Et donc j'ai quitté le monde des morts pour celui des vivants, parce que on m'a proposé de me former en dendrochronologie, et je me suis formé surtout en bois mathématiques, c'est surtout le bois de construction. Donc souvent nous on rencontre dans la construction le chêne, pas beaucoup d'essences différentes, différentes, hein. C'est surtout le chêne qui est utilisé surtout dans le Grand Ouest et dans la plupart de l'Europe. Et voilà, je suis spécialisé en archéologie du bâti et surtout ouvrage de charpente. Là, à côté, on a daté les charpentes de la cathédrale de Coutances, la chapelle Circata et toutes les charpentes. Et on regardait ça. Donc pour la plupart des charpentes, on est dans les années 1415-1420. Et la charpente de la chapelle Circata, les bois, ils ont été abattus en 1380. Parce qu'on peut être précis à l'année. C'est ça qui est incroyable. À l'année, on peut être précis. Voilà. On reviendra sur les techniques utilisées parce que vous allez voir, c'est passionnant, hein. On se demande comment ils font pour dater, mais vous inquiétez pas, on va répondre à cette question. Avant cela, je me tourne vers vous, Jean-Philippe Laquenne. Je le disais, vous êtes architecte et vous travaillez beaucoup le bois, mais alors pour les constructions, ça aussi, c'est un plaisir qui est né, je crois, de la construction navale, de votre enfance, des bateaux et de ces coques de bateaux. Mettez bien le micro près de... C'est-à-dire que moi je suis plutôt quelqu'un de la mer, donc depuis longtemps je fais du bateau, et notamment les vieux gréements en bois. Depuis tout petit j'ai travaillé dessus, les réparer et tout, et quand j'ai été architecte, naturellement je suis tourné vers le bois. Et mes premiers projets, quand je me suis installé, effectivement, donc en 2002, ma première maison que j'ai faite, c'était une maison en ossature bois. Dès 2002, hein, déjà, vous étiez sur des ossatures bois. Voilà. Hein. Ouais. Parce que c'est un matériau qui, pour moi, a toujours servi à quelque chose. Quand on regarde bien le bois dans l'existence, dans la civilisation, il y a toujours eu un grand intérêt. Sans le bois, pas de feu, pas de... Oui, c'est ça. Ce que vous m'avez dit, c'est que sans bois, il n'y a pas d'évolution de l'homme, finalement. Du tout. Puis la première, quand j'ai fait une étude d'architecte, le plus vieux bâtiment... Puis, on a parlé des églises. La plus vieille église qu'on connaît, c'est une église qui est totalement en bois, en Norvège. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où effectivement j'ai porté plutôt mon travail d'architecte sur le bois. Ouais, alors quand je vous dis que ce soit en neuf ou en rénovation. Que nos invités sont vraiment des passionnés, c'est pas un opportunisme de faire du bois, déjà 2002, voilà, et puis cette passion qui remonte à l'enfance. Dominique Mention, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur les trognes, cette notion de trogne, et alors on pourrait se dire, mais les trognes, on n'arrête pas de les couper, de les élaguer, de les tailler, mais en fait c'est très important pour la biodiversité. Expliquez-nous ça, Dominique Mention. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le fait de tailler un arbre régulièrement, j'entends bien, en l'ayant créé jeune, c'est qu'on va bizarrement prolonger sa durée de vie. La plus vieille trogne que j'ai vue, donc c'est Olivier, mais il y en a une plus vieille encore que j'ai vue aussi en Angleterre, une trogne de chêne que les Anglais estiment à la 3500 ans, quoi. Alors évidemment, elle est toute étayée, elle est dans un état... mais encore sur pied. Ah oui, j'ai une photo dans mon livre sur les trognes qui la représente. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui est intéressant chez ces arbres, c'est qu'on favorise la production de cavités. Alors évidemment, pour ceux qui ont un usage du grand bois d'œuvre, ça peut paraître assez scandaleux. Mais pour la biodiversité, c'est extraordinaire parce que ces arbres, finalement... avec ces cavités, avec le terreau qui se forme à l'intérieur. Il faut oublier que le bois de cœur des arbres, c'est du bois mort, hein, qui n'a plus de fonction pour la circulation des sèves. Ce bois mort, en se décomposant, il va accueillir des insectes extrêmement rares, notamment
le pic-prune, Osmoderma eremita, qui est une relique des forêts primaires. Donc ça veut dire que les paysans, en faisant les trognes, et avec beaucoup de trognes, parce qu'il faut qu'il y ait des relais pour ces insectes, eh bien, ils ont en quelque sorte permis à ces insectes des forêts primaires de survivre dans nos paysages. D'accord, donc effectivement, l'histoire et le patrimoine vivant se poursuit grâce au trognes. Je vais revenir sur un sujet polémique, entre guillemets, parce qu'il y a quelques années, je vous avais reçu, Dominique Mention, sur un plateau de télé. J'animais une émission sur le bocage et sur les haies. Et je vous avais posé cette question qui avait fait beaucoup rire mes confrères journalistes. Je vous avais demandé, mais est-ce qu'il y a une souffrance des arbres? Parce que les trognes, on n'arrête pas de les couper, de les tailler, de les recouper, etc. Et finalement, j'avais posé cette question peut-être un peu naïve, et on voit qu'aujourd'hui, alors là, c'était il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et puis maintenant, on parle de plus en plus des arbres, de leur mémoire, du fait qu'ils communiquent entre eux par le système racinaire. Comment vous voyez ça, cette âme des arbres? Vous savez, il y a un livre allemand qui a un énorme succès, dans lequel il y a beaucoup de conneries. Ce livre allemand, il faut le dire, c'est assez scandaleux, hein. D'ailleurs, le gars, il a compris que c'était une bonne affaire, donc il en a sorti un sur les animaux, quoi. Ouais. Hein, bon, j'arrête là, hein, parce que je pourrais être plus méchant. Il y a une. Tous ceux qui parlent de souffrance de l'arbre, il faut arrêter de manger des pommes, il faut arrêter de manger des poires, des prunes, parce que tout ça, c'est des arbres greffés qu'on a coupés au départ. Donc déjà, il faut plus boire de vin, parce que la vigne, on la taille tous les ans. Bon, allez, on arrête la polémique là-dessus, parce que ça commence à être un peu... Moi, il y a des gens qui ont lu ce bouquin qui m'ont dit faut plus toucher aux arbres. Ah oui, il faut plus du tout y toucher. Ben, je veux bien, mais à ce moment-là, faut nous qu'une disparition de la planète, quoi. Voilà. On prend cette image souvent, voilà, c'est comme si l'arbre, on le laissait... alors, l'exemple que je vais prendre va vous faire rire, mais c'est comme si une personne qui a des cheveux n'allait jamais chez le coiffeur. Et finalement, offrir une coupe à un arbre, c'est comme pour certains qui ont encore la chance d'avoir des cheveux, aller chez le coiffeur. Oui, alors ce que vous dites est assez drôle, parce que moi, je ne suis jamais allé chez un coiffeur. Je suis désolé pour la profession. Hein, parce que c'était papa qui me coupait les cheveux, ensuite c'est mon épouse qui me les a toujours coupés. Donc je ne sais pas comment c'est. Voilà. Donc, mais ça n'empêche que ça pousse encore un peu, tous ceux qui restent. Yannick Lodigol, dendrochronologue, j'aimerais qu'on vienne avec vous sur cette notion. Vous avez été capable de dater des bois d'ouvrage, hein, je dis bien des bois d'ouvrage. Alors comment vous faites? Est-ce qu'on peut plonger avec vous en coulisses et vous accompagner à votre quotidien? Comment vous faites? Alors, donc, tout dépend des objets d'étude, hein. C'est très varié. On va jusqu'à la datation de charpente, d'ouvrages en bois, mais aussi on peut dater ce qu'on appelle les bois archéologiques qui sont gorgés d'eau, donc retrouvés en contexte archéologique. On date des épaves, par exemple. On a daté récemment des épaves du 4e siècle après Jésus-Christ ou du début du 8e siècle. Voilà. Donc c'est très varié, voire des meubles, de la recherche d'authenticité. Là, on ne fait pas de trous dans ces cas-là. Ouais, j'imagine. Des meubles boules, surtout de la fin du 17e. Oui. Donc, voilà. Oui. L'idée, c'est que donc, tout dépend des objets d'étude. En gros, ce qu'il faut savoir, comment ça fonctionne déjà. Donc, le principe de base est assez simple, c'est-à-dire que sous nos climats, l'arbre fabrique un seul cerne par année. Ça, on l'a tous remarqué. Ça, c'est assuré. Ça, c'est assuré, sinon on ne pourrait pas faire notre travail. Lorsqu'il y a une période de repos, une période de végétation, l'arbre va fabriquer un cerne par année. Ce qui est important, et c'est ce qui permet à la dendrochronologie de fonctionner, ce qui nous permet de dater des bois, c'est que le facteur qui va agir le plus sur la croissance d'un arbre, c'est le climat. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas on pourrait pas dater les bois. Et on le remarque tous qu'un climat favorable pour l'arbre, on aura un grand cerne, un climat défavorable, un petit cerne. C'est surtout lié aux précipitations pendant les périodes estivales. Et donc, il suffit, entre guillemets, de mesurer chaque largeur de cerne de la moelle jusqu'à l'écorce pour obtenir une série de largeurs de cerne qui ne sera pas reproductible dans le temps, parce qu'on l'observe tous, le climat d'une année sur l'autre n'est pas le même, le temps évolue. Aujourd'hui, on est en milieu juin, il fait très froid et c'était pas forcément le cas l'année dernière, etc. Il y a des années qui sont connues comme des années de sécheresse, par exemple, de 1976. Donc là, vous êtes aussi capable de dire le temps qu'il faisait. Ah, c'est un peu compliqué parce que nous, parce que vraiment dans le métier, on a les. Alors, on n'arrive pas à dire le temps qu'il va faire et on n'arrive pas à dire le temps qu'il faisait. Non, c'est pas ça. Mais moi, je suis vraiment archéologue de formation et qui utilise la dendrochronologie pour répondre à des problématiques archéologiques. Ouais. Mais dans notre domaine, il y a aussi des dendroclimatologues, dont l'objectif dans la série de largeur de cerne, c'est effacer tout ce qu'on dit,
tous les bruits anthropiques, tout ce qui est dû aux effets de l'homme. Un élagage, par exemple, l'arbre il va en profiter. C'est-à-dire que si, par exemple, on est dans une forêt, on fait une coupe autour de l'arbre, donc il y aura moins de concurrence, donc l'arbre va pousser, il y aura un effet de croissance chez l'arbre qui est maintenu en vie. D'accord. Voilà. Et en revanche, les mondages, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Monsieur Mention, mais c'est là, au contraire, on lui enlève tout son appareillage qui permet la photosynthèse, donc là, ça crée un stress chez l'arbre. Important, qui nous rend malheureusement, pour un dendrochronologue, les mondages, donc qui donnent des trognes ou des tétards en fonction des ragoles, selon les régions, etc. Ça rend impropre toute datation par dendrochronologie, si vraiment on a vraiment les signatures des mondages. Puisque là, le signal climatique est brouillé par la signature des mondages. Une question que je me pose, là, vous pouvez dater... Comment on fait pour remonter dans le temps, c'est ça? Mais oui, parce que j'ai pas fini, vous n'avez pas la totalité de l'arbre. Mais... Donc l'idée, c'est que on a quand même, en mesurant les largeurs de cerne depuis la moelle jusqu'à l'écorce, on a une série de largeurs de cerne qui n'est pas reproductible dans le temps, puisque le climat évolue. Donc l'année 1976, et même en dendrochronologie, on connaît une année comme ça particulièrement sèche, c'est l'année 1137, qui était une grosse sécheresse, qui a touché l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest, à tel point que tous les arbres qui ont connu cette année-là, ils ont un tout petit cerne, c'est impressionnant encore. Donc c'est des vraies signatures pour le dendrochronologue. Donc le dendrochronologue utilise simplement le principe de la remontée du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je voulais mettre en place un référentiel pour la région, j'irai en forêt, je choisirai les arbres les plus vieux. Si j'ai un arbre qui fait 300 ou 200 ans, disons 300 ans, en le carotant et en mesurant chaque largeur de cerne, je serais capable de remonter jusqu'en 1719. Et l'exercice consiste à trouver des bois toujours plus vieux, mais partiellement contemporains pour qu'il y ait chevauchement. Donc c'est ça, c'est qu'un bois qu'on date lors d'une intervention, il va enrichir notre référentiel. Et c'est comme ça qu'on arrive à remonter. Mais lorsqu'on vous demande de dater une charpente, par exemple, vous carottez la charpente? On fait des carottages. Ah oui. Alors, ça dépend. Pour une charpente qui est toujours en élévation, en règle générale, on fait une carotte, un peu comme les varves, l'étude des glaces. C'est la même chose, ils font des carottages pour... voilà. Nous, on fait un carottage pour avoir le maximum de largeur de cerne, donc on va essayer de récupérer ces largeurs de cerne. Et après, on rebouche avec des bouchons en bois de chêne. Et des fois aussi, on est opportuniste, c'est que lorsqu'il y a des travaux de charpente qui ont lieu sur un monument, donc on peut récupérer des sections de bois. Et parfois même, ça peut nous arriver d'utiliser la photogrammétrie. Alors c'est une technique un petit peu qui s'appuie sur la photographie et sur des logiciels informatiques pour créer des nuages de points, restituer en 3D donc un objet. Tout le monde connaît le scanner 3D. Bon, la photogrammétrie, c'est un peu l'équivalent, mais à partir de la photographie. Et comme ça, on peut s'amuser à dater dès qu'il y a une surface qui présente une largeur de cerne. Donc une méthode non invasive des bois. Je me suis amusé à dater des bois de Brancusi comme ça, de sculpture de Brancusi, 2-3 ans. Voilà. Bon, Jean-Philippe Laquenne, vous voyez à quoi s'exposent vos constructions dans les siècles à venir, un carottage d'anthrochronologue, c'est ce qui vous attend? Je ne serai plus là pour le voir, mais écoutez, c'est que mes bâtiments seront encore debout et qu'effectivement le bois n'est pas un matériau qui soit aussi peu résistant que ce que les gens pensent. C'est une très bonne transition. Quelles sont les idées reçues autour du bois, notamment que ça va brûler très rapidement, que ça ne va pas durer? Le bois, ça brûle très vite, ça ne tient pas, ça pourrit très vite. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que c'est entièrement faux. Alors rassurez-nous. Globalement, entre un bâtiment, tous les bâtiments industriels qui sont en métal, un bâtiment en bois met globalement entre 1h30 et 2h avant de s'écrouler. Un bâtiment en métal, ça met entre un quart d'heure et 20 minutes. Voilà. L'humidité, c'est comme tous les bâtiments. Un bâtiment en pierre, même celui du Barras, s'il est mal ventilé, il va pourrir autant qu'un bâtiment en bois. C'est pas une question de matériaux, c'est une question d'entretien du bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ça ne tient pas? Tout à l'heure, je disais la plus vieille église du monde est en Norvège, elle date du 3e siècle. Donc et elle est en bois? Elle est en bois, entièrement en bois, et puis sur une certaine hauteur. Donc on a encore un petit peu de temps avant que ça s'écroule. Mais bon, voilà, c'est des a priori qu'on a, parce qu'effectivement, dans la région, le bâtiment en bois, c'était pas forcément chez nous un bâtiment noble. Alors c'est ça. Rappelez-nous pourquoi c'est assez peu développé effectivement dans la Manche. Et il y avait la force de la pierre. La Normandie et la Manche, c'est des régions qui sont assez riches. Donc il y avait le corps de ferme qui était en pierre, les bâtiments d'élevage et d'écurie étaient en pierre aussi, et le bâtiment en bois, c'était vraiment le 3e bâtiment peu noble où on mettait vraiment
tout ce qui était en rebut. Donc on a encore l'image effectivement d'un bâtiment qui n'est pas noble et qui est pas digne de l'habitat. Ouais. Et vous sentez que ça évolue dans les mentalités? Ça évolue, ça a encore beaucoup de réticences. Ouais. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir le faire, mais là, moi, personnellement, de plus en plus, j'arrive à mettre des bâtiments de ossature bois dans des marchés publics, par rapport dans des collèges et des mairies. Oui, parce c'est que ça. ça commence à évoluer un peu. Ouais. Mais c'est pas forcément la première approche que les gens ont. Donc, il faut se défendre, il faut se battre, il faut argumenter. Et des fois, on y arrive, et puis des fois, pas. on fait pas. Ouais. On fait du Mais traditionnel. pourtant, il y a quand même ça il faut le reconnaître, il y a quand même un côté chaleureux qu'on n'a pas avec la pierre dans le Non, bois. puis le bois, c'est parce que ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est pareil, c'est la cabane dans les arbres, c'est Oui, une c'est partie ça. de l'enfance. Ouais. C'est un côté chaleureux. Le Ouais. bois, puis c'est quelque chose qu'on a toujours autour de soi. C'est pas un bois n'est jamais froid dans une ambiance. Ouais. Enfin, une maison en bois, un bâtiment en bois, c'est jamais froid. Même si effectivement, il fait réellement froid à l'intérieur, mais il y a toujours l'idée du bois qui est là et qui vous apporte une sensation de ressenti en chaleur. Jean-Philippe Laquenne, bon, une question qu'il faut que je vous pose. On dit quand même malgré tout que c'est plus cher. Bon, voilà, c'est 10-15, c'est ce qui se dit. Hein. Il faut compter 15%. Globalement, entre 10 et 15% Voilà, plus cher. c'est ce qu'on dit en général. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est plus cher Voilà, de construire en bois? Non, c'est le même prix. Après, il faut bosser avec des gens qui font vraiment de l'ossature bois. Pas Ça avec veut des dire gens- que Voilà. quelqu'un qui veut me le vendre plus cher, C'est pas, je me méfie. c'est pas compliqué à construire la ossature bois. C'est des morceaux de bois mis les uns avec les autres. Après, quand on sait faire, on met juste le bois qu'il faut, avec les sections qu'il faut et les nœuds d'accrochage qu'il faut. Les gens qui ne savent pas, ils mettent du bois. Ce qui coûte cher, en fait, c'est le bois et la main-d'œuvre. Donc, un vrai professionnel qui sait faire de l'ossature bois vous vend normalement une maison en bois pour le même prix qu'une maison en parpaing. Ah, c'est ce qu'on fait. Voilà. Il faut prendre des gens qui savent faire ça. Alors, Pas des j'espère- gens qui sont lancés par opportunisme dans le métier Ouais, en disant ouais. on fait de l'ossature bois parce que à un moment c'était porteur. Ça, c'est un message très important que vous venez de nous transmettre, Jean-Philippe Laquenne. C'est le même tarif, et donc il faut trouver le bon entrepreneur, le bon architecte. Comme pour tout, même pour votre boulanger. Hein. Il y a Ouais. du bon pain, du mauvais pain, il faut faire le bon boulanger. Très bien. Même s'il Bon. faut faire 10 km de plus pour aller chercher. Enfin, peut-être pas 10 km pour du pain, mais voilà. Ah, si Mais on c'est a vélo, partout c'est pareil, c'est hein. très bien. Ou en vélo. Dominique Mention, alors les trognes, on en revient aux trognes, à ce bois. Je voulais juste faire un aparté Bien sûr, par Dominique, rapport à l'a priori de la construction oui. en bois. Jacques Lang, quand il était maire de Blois, de bois, de bois, de bois, pas de bois. Hein. De Blois. De Blois, hein, on précise. Hein. Avait souhaité que le 3e pont à Blois-sur-la-Loire soit en bois. Et il y a eu une espèce d'a priori qui a fait que ça s'est pas fait. Donc le pont François Mitterrand à Blois n'est pas un pont en bois. Ah oui, à cause des a priori, Ouais, voilà. c'est dommage. Bon. Puis je pense que les bureaux de contrôle n'ont pas voulu prendre le risque de faire un pont en bois comme on les faisait avant. C'est un pont sur la Loire qui est assez large, mais bon, voilà. Bon, merci pour cette précision, Dominique. Et pour en revenir aux trognes et aux bois d'œuvre, alors il y a l'utilisation des trognes, parfois aussi dans des charpentes, on retrouve des trognes dans des charpentes. Parce que moi je pensais que c'était uniquement bois de chauffage. Non. Là, j'étais en Aragon, par exemple, là, en Espagne, au sud de l'Aragon. Toutes les vieilles charpentes sont faites avec des rejets de peuplier noir qui étaient taillés tous les 12-15 ans. Donc solive, poutre, j'ai une photo d'un moulin en ruine comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Et ça demande un savoir-faire magnifique parce que le bois est utilisé pratiquement tel quel, quoi. On en trouve fréquemment pas mal dans les bâtiments des pièces de bois entières qui sont juste posées comme ça, à peine, oui. Même des fois à peine équarries d'ailleurs. Complètement. Et puis pour revenir au bois, tu parlais de la marine, le bois courbe pour la marine, ça a été une des productions des trognes, des forêts de trognes du Pays Basque, en dehors de faire du charbon de bois. On faisait aussi du bois courbe pour la marine. Et la forêt des Landes pour les mâts de bateau. Oui, effectivement. Allez, sujet d'actualité avec vous, Yannick Ledigol. Évidemment, j'ai un dendrochronologue avec moi, donc je ne vais pas pouvoir ne pas l'interroger sur Notre-Dame. Le sujet polémique, il faut reconstruire à l'identique, mais l'identique de quoi? De quand? Comment? Est-ce qu'il faut une charpente en bois, une charpente béton, une charpente en fer? Est-ce qu'il faut laisser tout ouvert? Bref, je profite de votre présence et de votre expertise pour vous poser cette question. Alors l'expertise, je ne suis pas intervenu sur Notre-Dame, en revanche, ce sont des Vous avez été, des collègues. On vous a interrogé quand même sur. On m'a interrogé comme tous les dendrochronologues français, tous les collègues. Vous êtes peu nombreux. On n'est pas nombreux, on est une quinzaine de personnes à faire ça en France dans le domaine de l'archéologie du patrimoine. Et on est 5 chez moi. Donc, vous voyez, ça. Et donc l'idée c'est que déjà il y a une étude dendrochronologie, une petite étude qui avait été menée dans les années 90 Écoutez bien. par Virginie Chevrier et Georges-Noël Lambert. Donc en 94, 96 et 98, il y a une quarantaine d'échantillons qui avaient été collectés à l'époque.
Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, c'est non, les chênes n'étaient pas pluricentenaires lorsqu'ils ont été abattus, première chose. Donc des chênes abattus plutôt jeunes, une centaine voilà, d'années. C'était des pour la arbres charpente. jeunes futés qui avaient pour la majorité entre 120 et 120 ans. Et non pas des arbres qui avaient séculaires. 300 ans, comme Oui. on a pu dater à Passel. Certains avaient même 60-70 ans. Donc vraiment très jeunes. Et les plus anciens concernaient surtout des arbres qui avaient été réemployés, parce que même dans la charpente du XIIIe siècle, ça c'est des choses qu'on rencontre aussi dans la pierre, hein. On réemploie des matériaux et c'était des bois qui avaient été abattus dans les années 1160, probablement une charpente antérieure. Qui a été récupéré pour Notre-Dame. Des bois qui ont été récupérés pour la charpente du XIIIe qui avoisinaient les 160-180 ans. Oui, donc ça reste. Donc il n'y a pas d'état originel pur. Non, c'est avec rare, des, ça arrive, mais des- c'est rare. Et il y avait aussi cette fameuse flèche Ah bah. construite par Viollet-le-Duc. Au 19e là. Hein. Au 19e siècle, voilà. Et bon, après, ça, c'est l'état de la charpente, de la connaissance qu'on a pu avoir, mais seulement à partir de 40 échantillons, donc ça fait peu d'arbres échantillonnés. Et donc, c'était juste une petite, en tout cas, voilà, une petite vision de la charpente. Et donc, et non aussi, contrairement à ce que l'on pense, on ne faisait pas sécher les bois. Ça, c'est une autre question. On a pu entendre dire qu'il fallait attendre 50 ans avant que les bois soient mis en œuvre. C'est archi faux. Jamais, oui. On utilise toujours des bois verts. Encore récemment, l'année dernière, on a travaillé sur le colombier du château de Panloire. En montant sur l'enrayure, donc qui est quand même situé à 8 mètres de haut, on a pu découvrir un millésime écrit par le charpentier de l'époque. Fait par, on n'a pas réussi à lire, à identifier le nom du charpentier, mais c'est écrit 2 fois en 1750. Et sur cette poutre-là, on a réussi à collecter donc, tous les cernes jusqu'à l'écorce, et on a pu dater ce bois en particulier qui portait ce millésime, et on a pu déterminer qu'il avait été abattu en automne-hiver en 1749-50. Ah oui, donc Voilà. l'année même pratiquement. Donc hein. on fait vraiment pas sécher les bois, Ah oui. et ça jusqu'à des périodes très récentes. Ah oui. Même aujourd'hui, si vous parlez à un charpentier, il ne va pas se constituer un stock sur 50 ans, imaginez. C'est souvent du Ça, ce bois sont ressuyé. les luthiers hein, qui en revanche font Voilà, ça je sécher parle leur de bois. bois de charpente. Ouais. Pour la menuiserie, l'ébénisterie, alors, ça dépend encore, c'est pas si simple que ça. Hein. Parfois, nous, on travaille aussi sur des portes, sur des volets en bois. Parfois, c'est complètement contemporain du reste des charpentes, parce que, je parlais ça ce midi tout à l'heure avec Jean-Jacques, tout dépend aussi de la manière dont le bois a été façonné, débité. En fonction des débitages, des façonnages, l'arbre va pas, en séchant, se déformer. On a ce qu'on appelle le débitage radial. Il y a plein de termes qui sont utilisés par clivage, par quartier. Quand on suit les rayons du bois, le bois, il ne va pas se déformer, il ne va pas tirer à cœur, comme on peut dire. Si par exemple on fait une planche dont un débitage sur d'os, là il va tirer à cœur. Tous les panneaux en bois peint, des primitifs flamands ou etc., primitifs italiens, la plupart du temps, non, ça bouge pas parce que c'est un débitage radial. Ou tous les meubles, c'était aussi qui présentent ce qu'on appelle l'effet moiré, c'est-à-dire qui est dû à la maille du chêne. C'est pareil, c'est un débitage radial. Donc ça dépend comment l'arbre a été façonné. Et des fois, il y avait aussi des techniques de séchage des bois qui étaient utilisées. Donc c'est pas si simple que ça, comme toujours. Ouais, c'est pas si simple que ça. Jean-Philippe Laquenne, concernant les constructions en bois, comment vous réfléchissez, parce que je sais que c'est une question très importante pour vous dans votre métier d'architecte, à l'intégration dans le paysage? Parce qu'il peut y avoir, vous me disiez, des fautes de goût, même si on travaille ce matériau noble qu'est le bois. Oui, de toute façon, l'intégration, c'est pas tellement c'est aussi une question de matériaux, mais c'est aussi et surtout une question de volume, une question de percement, une question de relation par rapport, de réponse du bâtiment qu'on fait par rapport à ce qu'il y a autour. Donc après, effectivement, le bois est plus facilement intégrable que tous les enduits qu'on voit maintenant, style qu'on appelle ton-pierre, qui sont tout sauf de la pierre. Donc dès qu'il y a un peu de soleil, on voit que ça. Effectivement, le bois, parce que sur le bardage bois-bois, s'intègre normalement, puis même sur un bardage bois, même s'il n'est pas si terrible que ça, comme c'est du bois, d'office, ça s'intègrera mieux dans l'esprit des gens. Mais c'est surtout et d'abord effectivement une question de volume. On le dit aussi, le bois, il va prendre une teinte, quel qu'il soit, un petit peu grisé, et ça, il faut aussi l'accepter lorsqu'on fait une construction bois. C'est la vie du bois. Hein. Il y aura une partie grisée, les parties plus protégées seront un peu moins décolorées, donc voilà, mais faut le savoir.
Alors il y a des clients qui ne supportent pas, donc ils veulent le peindre. Donc je leur dis si vous le peignez, il faudra leur peindre tous les 2, 3, 4, 5 ans, suivant l'endroit où vous êtes. Il y en a qui l'azurent, voilà. Mais après, voilà. Ça, c'est l'entretien. C'est l'entretien, mais le bois, c'est un matériau vivant. Donc c'est clair. Alors après, avoir un matériau vivant, après le bloquer en mettant des produits dedans pour qu'il ne décolore plus, c'est un peu antinomique avec le fait de mettre du bois. Ouais, effectivement. Ou comme de mettre des bardages. Alors, il y a peut-être des gens qui en ont mis chez eux, je ne vais pas leur en vouloir, mais c'est comme mettre des bardages d'imitation de bois qui sont plus remplis de colle que de bois, quoi. Voilà, c'est un autre sujet d'une autre causerie. En tout cas, voilà, on arrive au terme de cette causerie. Je crois qu'on tient d'autres sujets. Si vous voulez poser des questions, alors, vous vouliez poser, monsieur une question? En fait, moi, ma question correspond à ce que vient de dire l'architecte, là, en ce qui concerne le bois extérieur. Est-ce qu'il faut effectivement le lazurer ou... Moi, je trouve ces produits pas forcément terribles, à renouveler régulièrement. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement laisser le bois naturel, quoi, le laisser griser, lui laisser vivre sa vie sans être obligé de rajouter des produits, quoi. Oui, après, ça dépend du bois qu'il a mis. L'azuré, c'est ce qu'on appelle une peinture incolore, c'est-à-dire que vous gardez l'esprit du bois, sauf qu'il n'y a pas de teinte, quoi. Après, tout dépend du bois qu'il a mis, parce qu'il y a différents types de bois, il y a des types de différentes classes. Alors après, s'il a mis un bois de classe normale et qui est protégé, qui n'est pas totalement à l'eau, il n'y a pas de souci, vous pouvez le laisser comme ça. Mais après, effectivement, il y a des bois. Alors, des fois, ils mettent des bois qui ne sont pas forcément des bois qui sont de la classe nécessaire par rapport à l'exposition qu'ils ont, et dans ce cas, ils vous demandent de les protéger, parce qu'ils n'ont pas mis ce qu'il fallait. Normalement, il n'y a pas de raison. Puis les gerces de bois, c'est les fissures à l'intérieur. Il y a des bois, notamment le chêne, ça vit comme ça. Normalement, il n'y a pas de raison. Vous dites que le bois se conserve bien, mais il y a quand même très très peu d'églises en bois qui remontent aussi loin, surtout en Scandinavie. Il y en a très peu. Il y en a très peu, mais il y en avait en France aussi. On les a détruites pour refaire les cathédrales. Ah bon, je croyais que ça s'était pas conservé. Non, il y en a beaucoup qu'on a détruites aussi pour reconstruire après les cathédrales, style roman et gothique après aussi. On a beaucoup détruit. C'est-à-dire qu'avant, maintenant, tout ce qui est patrimoine, on le protège, pas forcément d'une bonne façon. Avant, ça dérangeait pas. On détruisait et on remontait par-dessus après. Est-ce que c'est parce qu'on avait peur des incendies ou Il y en a eu avant, toutes les villes étaient en bois. Notamment Rennes a brûlé en 1720, parce que tout était en bois, que les maisons étaient très très proches. Mais voilà. C'est la proximité qui a fait que le feu est passé d'un côté à l'autre. Et qu'on n'avait pas de système non plus d'incendie, enfin il n'y avait pas non plus de pompiers à l'époque. Donc ramener l'eau, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'on n'ait pas notamment les moyens pour arrêter le feu dans des bâtiments, dans des d'accès, parce que les rues étaient très très étroites. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Mais sincèrement, le bois en fait il se protège quand il brûle. C'est-à-dire tout le carbone, tout le noir, tout le charbon de bois, le bois protège son cœur. Parce que si tient le bois, moi tu dis des bêtises, mais c'est le cœur du bois. C'est une poudre qui fait 30-30, même si sur un coin il y a 15 cm qui manque, c'est vraiment le cœur. L'aubier tient rien, c'est vraiment le cœur du bois. Donc quand le bois brûle, en fait il s'auto-protège. Surtout le liège, je crois. Tous les bois. D'accord. Tous les bois. Est-ce que vous savez pourquoi en Normandie on a gardé les voûtes en bois justement beaucoup plus longtemps que dans le reste de la France? Est-ce que c'est parce que ça a brûlé moins, parce que le climat était humide ou Pas forcément. Si, il y a plus de voûtes en bois dans les élévations. Peut-être aussi. J'ai fait mes cours d'histoire de l'art remonte un petit bout de temps déjà, mais il y a aussi le fait qu'on avait beaucoup dans la région. Donc on servait aussi beaucoup des matériaux qu'on avait sur place. Maintenant on fait venir du bois de Russie. À l'époque on prenait les matériaux qu'on avait sur place. Par contre, c'est vrai qu'en cas d'incendie, les fumées qui se dégagent sont beaucoup moins nocives. De toute façon, dans un incendie, vous meurez plus des inhalations de fumée que l'écroulement. Et comment on peut convaincre les autorités de construire en bois, puisque c'est tellement avantageux, c'est tellement sympa? J'en fais. Je fais du bois dans les collèges, dans des mairies, donc j'en fais. Mais il faut se battre, parce qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ne voudront pas, d'autres qui veulent bien. Donc là, avec le département, je fais beaucoup de collèges en ossature bois, et ils sont d'accord, donc on en fait. Ça revient petit à petit, mais bon. Dendrochronologie, là, vous venez d'évoquer, je pense, c'est mon épouse qui me dit cela, vous avez évoqué le charpent de Notre-Dame, je pense. La datation des arbres. Parce que je vais en parler jeudi prochain à mes collègues du Rotary. Je suis ancien charpentier menuisier, si vous voulez. Donc, j'ai été spécialisé dans la restauration du patrimoine, donc j'ai fait beaucoup de parcours dans les châteaux, les manoirs, les abbayes, etc., en restauration de charpente, quoi. Et évidemment, j'ai cru comprendre que vous avez dit tout à l'heure que la datation des arbres de Notre-Dame était en fait extrêmement récent.
Non, il ne faut pas confondre l'âge des arbres lorsqu'ils ont été abattus, Ah d'accord. des dates Là, d'abattage. c'est pour ça que ça Il y m'étonnait a souvent beaucoup. des confusions entre Oui, les voilà, deux. c'est pour ça. Alors là, je suis venu vous voir en vitesse parce que je me suis dit, moi, je suis complètement bouleversé par le rapport qui m'a été fait, quoi. Non, du tout. Si vous parlez des arbres qui avaient 60 ans d'âge quand on les a taillés pour faire les charpents de Notre-Dame, je suis complètement d'accord avec vous. Ah. Donc je ne vais pas plus loin dans mon propos. D'accord. Yes. Ouais. Moi, La femme de l'épouse dit mais c'est ce que je t'avais dit mais t'as mal compris en fait. Hein. Vous réglerez vos problèmes ensuite. J'avais une idée pour la reconstruction de Notre-Dame, c'était de découper ces bois une fois qu'on aura fait toutes les analyses nécessaires aux enquêtes et tout ça. Beaucoup de bois. Mais en petits carrés d'1 centimètre et on fait la reconstruction de Notre-Dame avec ça. On vend ça 100 € le petit carré, et bien voilà, un morceau de Notre-Dame, un petit dé, hein, et voilà, c'est gagné, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de refaire les charpentes totales d'une église de la région qui avait été frappée par un incendie qui avait tout ravagé. Une charpente en chêne du 15e siècle, à Landais-les-Coupigny, c'est pas très loin d'ici. Donc on a restitué toute la charpente avec le bois brûlé. On a fait l'hôtel face au peuple, si vous voulez. Voilà. Donc c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais par rapport Dominique, au bois continue. brûlé qui résiste mieux, etc., mes parents, petits paysans, quand ils faisaient des clôtures, ils brûlaient l'extrémité des piquets pour que justement ils pourrissent moins vite, quoi. Voilà. Contre le pourrissement. Ouais, tout à fait. Je vois que ça... Normalement, le bois à l'extérieur il pourrit, mais quand il est sous l'eau, il pourrit pas. Je confirme. Ouais. Venise est construit sur du bois, le Grand Palais était construit sur du bois. C'est des radiers de fondation en bois qu'on appelle, et c'est le problème du Grand Palais, c'est ça qui se passe, c'est quand la nappe phréatique descend, les bois ils sont dehors et les bois commencent à pourrir. Et là, je pense qu'on peut employer le terme bois sans parler d'essence, parce que je pense que quand il est comme ça immergé, le bois, ça peut être n'importe quelle essence. Je pense que Venise, par exemple, est installée sur toutes sortes d'essences de bois, quoi. Ça n'a pas d'importance, quoi. Alors après, il y a souvent quand même des bois, des fois en radier de fondation, on avait daté un radier de fondation comme ça sur une des tours de l'enceinte de l'île, et qui était en aulne. L'aulne est très résistant à l'humidité. Et on l'utilisait beaucoup comme bois pour un radier de fondation. Mais il n'y en a pas des monceaux, quand même, il n'y en a pas des forêts. Ah bah là, si vous avez vu l'emprise de l'entour, c'était énorme. C'était des gros aules en plus. Bon. Le pont de Tours s'est écroulé en 67 suite à la sécheresse, justement parce que les bois de soutènement se sont retrouvés à l'air. Oui. Voilà. Je pense que le Grand Palais à Paris, il a fallu intervenir justement parce que les fondations en bois étaient en train de... Micropieux, béton, ce qu'ils ont fait. Il a fallu les remplacer, je crois. Mais surtout, c'est la technique des micropieux. Après, j'ai un architecte à côté de moi qui saura bien le dire. Mais bon, je vais rejoindre mon stand depuis... Non. C'était un plaisir de vous avoir, anciennement entreprise Aubert Labansard. Et il est possible que Notre-Dame soit sur des pieux très pieux. Oh, bah c'est le jeu de mots de la fin de Dominique Mention. Vous avez vu que là aujourd'hui on était vraiment en mode calembour et calembredaine. Eh bien merci beaucoup en tout cas de votre présence et puis on se retrouve demain pour les prochaines causeries. Merci beaucoup pour votre présence, on vous applaudit bien fort. Merci à vous. Merci.